donc déjà vous remercier tous d'être là au bout du fil pour ce premier webinaire de l'année, celui-ci consacré à l'analyse prédictive des incidents informatiques. Et vous avez répondu présent et on vous en remercie beaucoup. L'idée c'est de mettre en lumière certaines de nos solutions logicielles car le portefeuille d'IBM est extrêmement vaste. On s'aperçoit sur le terrain que pas forcément connu dans toutes ces possibilités par les prospects et les clients. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette démarche d'explication et de présentation synthétique parce qu'au bout d'une heure, effectivement, on a ce que j'appelle poliment un gros apéritif. L'idée, c'est bien de vous montrer ce qu'on est capable d'apporter sur tel thème, ciblé encore une fois. On pourrait parler marketing si vous voulez, je pense pas que ce soit forcément dans vos prérogatives, mais on pourrait le faire le cas échéant si vous voulez, parce qu'on a aussi des solutions pour faire ça. Bref, l'idée aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur un pan de notre activité logicielle, avec en particulier un sujet qui est l'analyse prédictive d'incidents informatiques, encore une fois. Visiblement, c'est un sujet qui vous intéresse et j'en suis ravi. On a la chance d'avoir en présentateur Laurent Maufra du Châtelier, qui est le directeur des opérations middleware pour la France, qui va nous faire le plaisir pendant un quart d'heure de nous expliquer la stratégie d'IBM sur ce type de sujet et qui passera la main à Franck Cléo, qui est consultant avant-vente, donc expert technique sur cette solution-là et qui vous en fera une présentation détaillée et une démonstration. Je vais demander à tout le monde, si vous voulez bien, de vous mettre en mute, de manière à avoir une qualité sonore la plus pertinente possible. Tout ce qu'on se dit là et tout ce que vous voyez est enregistré pour que vous puissiez en avoir un replay après le meeting, d'où ma remarque sur le mute, effectivement. Merci d'avance à tout le monde. Laurent, tu es présentateur, tu es au bout du fil, je te passe la main, à toi. Bonjour à tous. Merci, comme le disait Sébastien, merci d'avoir pris la peine de nous donner un petit peu de temps ce matin. Je suis à distance et je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser. Les premières chartes de cette présentation seront en anglais puisqu'ils sortent à l'instant de réunions que nous avons eues avec nos instants sur nos perspectives 2014 des investissements que nous allons réaliser autour du brand Cloud and Smarter Infrastructure qui a pour vocation bien sûr de vous accompagner dans la supervision et le suivi de la disponibilité et la performance des infrastructures et des services dont vous avez la charge. Lorsque Franck interviendra derrière, le reste de la présentation a été préparé en français. Donc merci, je vais tâcher de ne pas prendre trop de temps pour permettre à Franck et à ses acolytes d'aller beaucoup plus loin dans la présentation de nos offres et des bénéfices induits pour vos organisations et de pouvoir vous démontrer à la fin ces solutions. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et comme l'a rappelé Sébastien dans son invitation, notre objectif est d'aller de plus en plus vers la simplification, la mise à disposition de solutions à valeur ajoutée pour nos clients qui peuvent améliorer leur activité au quotidien et surtout accompagner la transformation que vivent aujourd'hui les DSI et les directeurs de production en leur amenant des outils qui leur font gagner du temps et qui leur permettent d'accompagner les changements dans les aires d'influence autour de nouvelles applications et de nouveaux modèles d'engagement qui sont déployés aujourd'hui par nos clients. Donc nous allons ce matin, si vous le voulez bien, nous focaliser en particulier sur notre capacité à vous accompagner dans les aspects prédictifs et anticipation du pilotage de la production. Comme vous le savez, et pour ce qui nous concerne, nous avons depuis longtemps la capacité, à travers les technologies ex-Tivoli nommées aujourd'hui Cloud and Smarter Infrastructure, la capacité à distribuer de la visibilité, comprendre ce qui se passe sur votre infrastructure, du contrôle, comment et pourquoi cette infrastructure est utilisée à différents endroits, et de l'automatisation au sens de comment on peut mettre en place un certain nombre d'actions qui nous permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Ce que nous cherchons à faire, c'est d'aller bien au-delà aujourd'hui et de vous permettre d'anticiper par apprentissage, en utilisant des technologies issues des technologies Big Data d'IBM, comment découvrir des relations complexes qui peuvent exister entre des mesures, des événements qui se produisent sur votre infrastructure et son comportement normal, et vous permettre à partir de là, et à partir de ces comportements appris, de détecter des signes précurseurs de défaillance, de chute de performance ou d'indisponibilité des services qui sont générateurs de revenus pour vos organisations. L'agenda qui vous a été proposé, vous l'avez vu, la problématique, et puis ensuite Franck zoomera sur la technologie et sur
et sur la démonstration. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça, on vient de partager avec nos organisations, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le marché, parce qu'on se transforme sur les modèles d'engagement, sur les modèles d'usage, parce que la mobilité est présente, parce que vos utilisateurs et vos clients vous imposent le bring your own device, chacun vient avec son terminal, avec sa typologie de terminal, qu'on peut sur une tablette, sur le BYD, qu'on ait des usages extrêmement distribués, qu'on ait des formes de consommation extrêmement distribuées, vous impose des contraintes et demande de plus en plus de performance et d'agilité de la part de vos organisations. Tout ce qui est cloud, tout ce qui est solutions analytics mobiles, etc., continue à créer de la confusion, de la rupture dans les modèles d'engagement. Les utilisateurs deviennent des acheteurs, des influenceurs et des décideurs. Et aujourd'hui, les line of business sont de plus en plus actifs sur ce sujet-là et les budgets sont transférés sur ces organisations. Tous les acteurs de la consommation et de l'utilisation des technologies mobiles et digitales ciblent aujourd'hui ces line of business et ne viennent pas chez vous aujourd'hui pour travailler, mais vont développer de nouveaux usages, présenter de nouveaux modèles d'engagement à ces lignes de business qui derrière vont vous mettre sous contrainte. Et puis par ailleurs, on vous demande à tous, dans votre transformation, de faire plus avec moins, de réduire les coûts. L'informatique, c'est de la commodité. Donc il faut transférer les budgets à d'autres organisations et ça c'est votre instant et c'est votre vie de tous les instants dans un contexte qui se transforme. Le métier du DSI est en train de se transformer depuis des modèles traditionnels qui sont très ciblés sur les systèmes d'enregistrement, le data center classique, l'ensemble des technologies et des services on-premise, une DSI forte qui met à disposition de ses clients et de ses partenaires des applications à valeur ajoutée, des applications critiques qui portent le business de l'entreprise. Et on se transforme vers un système, vers un mode où de plus en plus ce sont les systèmes d'engagement, donc les technologies mobiles, les outils de consommation au sens usage de la technologie, qui requièrent de la rapidité et de l'agilité, qui transforment ce modèle. Et donc il vous faut être capable d'assurer d'une part l'intégrité de la donnée, la disponibilité et la performance des infrastructures et des services, et d'autre part de servir ces nouveaux utilisateurs et ces nouveaux modèles d'engagement. Il faut être capable d'optimiser ce que vous savez faire et ce que vous avez su faire en travaillant sur les coûts opérationnels, sur l'efficacité opérationnelle, sur la connaissance de vos infrastructures, sur la connaissance de son usage, sur l'automatisation des opérations, autant que faire se peut, sur la conformité et les problèmes de gouvernance autour de risque et de compliance, aux standards, aux règles, aux processus, pour vous déplacer de plus en plus, ou en tous les cas pour accompagner cette activité qui est déjà dense, d'un sujet fort sur la rapidité et la disponibilité. Les nouveaux modèles d'engagement, les nouvelles typologies d'utilisateurs vous demandent aujourd'hui d'aller encore plus vite et d'être encore plus agile pour mettre à disposition de ces utilisateurs vos nouveaux services et vos nouveaux modèles. Ce qu'on veut faire, pour ce qui nous concerne, c'est d'être capable de vous offrir, et c'est un unique, malgré tout chez IBM en toute humilité, de vous offrir la capacité à adresser les sujets que vous connaissez de data center que vous avez déployés, d'infrastructures que vous avez déployées dans vos organisations aujourd'hui avec les sujets qu'on a évoqués précédemment d'efficacité opérationnelle et de capacité à délivrer des services et des applications performantes qui sont génératrices de revenus, tout en vous accompagnant dans cette transformation vers des systèmes qui vous demandent plus d'agilité et de rapidité pour ce qui concerne les nouveaux usages et les nouveaux types d'applications que vous avez lancés avec de plus en plus un poids et un pouvoir des line of business pour organiser et orienter les usages et les typologies d'applications qui souhaitent mettre à disposition. L'unique d'IBM, c'est qu'on a aujourd'hui la capacité à vous accompagner sur votre métier traditionnel. On a, à travers l'ensemble des investissements que nous avons réalisés et que nous venons encore de réaliser, en particulier dans les domaines dits du cloud computing et du big data et de l'analytics, la capacité aussi à vous offrir des solutions
de mise à disposition de ces services dans nos infrastructures et dans nos data centers, mais également à piloter, comme vous le faisiez dans un data center traditionnel, la disponibilité et la performance de ces nouveaux services dans de nouveaux environnements qui sont distribués, partagés, voire sur lesquels vous allez gérer du déploiement avec des tiers cloud publics pour des applications à moindre valeur ajoutée. Donc nous savons aujourd'hui accompagner nos clients patrons de production et DSI sur des sujets de data center, on-premise. Nous avons la capacité aujourd'hui de vous offrir des services autour du pilotage et de supervision à travers des solutions de type SaaS s'appuyant sur nos technologies et nos infrastructures. Et puis nous avons toujours la capacité aujourd'hui à vous accompagner et à délivrer du service management in the cloud. Quand on dit service management, ne restons pas sur une approche traditionnelle, comme on va le voir aujourd'hui et comme on va le travailler ce matin. Ce qui nous importe, c'est d'apporter le maximum d'automatisation à votre production pour vous rendre le plus agile possible et vous permettre d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'affectent le business. Et donc, on va travailler sur tous les aspects de prédictibilité et d'anticipation. Ce qui est important pour nous, on l'a vu tout à l'heure, les modèles plus classiques, le system of records, de l'autre côté, les nouveaux modèles avec le system of engagement. On le voit et on constate tous les jours, le focus il est énormément sur ce qu'on appelle traditionnellement le Customer User Experience. Donc la perception utilisateur quant à la disponibilité, la performance et l'usage de ces technologies. La rapidité avec laquelle il veut y avoir accès, l'agilité qui vous impose dans la mise à disposition de ces applications et de ces nouveaux services. Donc on a un focus très très particulier dans le développement de nos technologies aujourd'hui, non seulement sur notre capacité à gérer ces infrastructures et ces services, mais à amener de la valeur ajoutée au bénéfice de l'efficacité opérationnelle et de la mesure de l'expérience client. Sur l'optimisation du delivery à travers effectivement un certain nombre de choses, l'orchestration, notre capacité à vous aider à être agile dans la mise à disposition des outils, des composants et des services qui vont vous permettre d'opérer votre activité, de contrôler et de parfaitement gérer l'ensemble des assets qui vont concourir à ça. Et puis au-delà, à amener effectivement une capacité d'anticipation, de connaissance et d'anticipation sur la gestion d'un événement pour être capable d'adresser au bon moment le bon sujet ou d'anticiper une chute de performance ou une indisponibilité qui, dans un contexte de nouveaux usages mobiles et où les réseaux sociaux sont des acteurs incontournables de la communauté industrielle, une défaillance va être partagée, publiée, dénoncée de manière extraordinairement rapide par une communauté extraordinairement large et peut avoir un effet extraordinairement impactant sur une marque, sur une page de marque, sur une entreprise qui cherche à lancer une nouvelle offre ou qui veut opérer un nouveau service. Donc, en face, sur l'expérience utilisateur, comme on vient de le voir, sur un certain nombre d'axes, travaille sur les nouveaux GUI. Donc IBM a énormément travaillé sur la refonte de ces GUI pour vous aider à disposer d'outils qui améliorent l'efficacité opérationnelle. On l'a vu, on vient de l'évoquer et on l'a fait. Donc on a refondu de façon phénoménale ces aspects-là. Le deuxième aspect, et vous l'avez compris, c'est tout le sujet analytics. Donc comment est-ce qu'on va être capable de travailler sur la proactivité, sur la réduction du MTTR, en tous les cas l'amélioration du temps de réponse et de résolution à un problème, et sur l'optimisation de la performance. Vous retrouvez dans ce slide un certain nombre, et vous aurez copie de ces supports, un certain nombre de retours d'expérience de la part de nos clients sur des sujets tels que comment est-ce que j'ai la capacité à prédire un problème avant qu'il n'intervienne et avant qu'il n'affecte mon business. Comment, lorsque je suis une banque aujourd'hui, j'ai la capacité à m'assurer que les services de mise à disposition, enfin, les services en ligne, ou les services de trading, si je fais du B2B et je m'adresse à des professionnels, sont disponibles et performants et permettent à mes clients d'opérer les transactions qui sont la raison même du service que je mets à disposition, pour éviter ainsi aussi qu'ils se partent chez d'autres compétiteurs qui ont la capacité d'offrir le même type de service.
Comment est-ce que je peux améliorer le temps de réaction et le temps de résolution à un problème en ayant une meilleure connaissance, donc la visibilité, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de contrôle, en automatisant un certain nombre de tâches et en disposant d'outils d'analyse prédictive qui vont me permettre d'anticiper ces phénomènes par analyse des comportements et par apprentissage. Comment est-ce que je peux éviter qu'un réseau opérateur qui délivre un service de téléphonie mobile ou d'accès à des applications particulières ne connaisse une interruption de service qui va, par extension, impacter le revenu généré puisque les clients ne pourront pas accéder aux applications ou aux services concernés. Je peux vous démontrer aussi effectivement les coûts de saving dans une infrastructure telle que celle d'IBM aujourd'hui, qui, quoi qu'il en soit, reste une grande maison, une grande organisation avec une infrastructure informatique extrêmement importante et extrêmement distribuée, et pour lequel, sur la mise en œuvre de nos technologies, on prévoit, et on commence à en mesurer les bénéfices aujourd'hui, des savings de l'ordre de 13 millions de dollars pour l'infrastructure sur les 3 prochaines années. Et surtout, et ça c'est important, c'est l'optimisation nous permet de réduire les coûts de maintien en conditions opérationnelles de façon significative avec des ratios de l'ordre de 1 pour 40 sur des très grosses infrastructures. Il est évident que si on adresse des organisations qui sont légèrement plus petites, ce type de ratio va s'écréter et va se tasser, mais on va rester sur des proportions qui sont assez phénoménales en termes de redistribution des compétences, en termes d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Et puis, ce qu'on veut faire aussi, et ça c'est un peu nouveau pour ce qui nous concerne, c'est vous donner la capacité d'engager encore plus rapidement avec nous. Ce qu'on veut, c'est surtout vous donner la capacité de disposer et de bénéficier encore plus rapidement des bénéfices induits par nos technologies. Donc on va aller travailler à travers la mise à disposition de nos technologies sur nos infrastructures et nos services de type cloud computing à accompagner votre développement, vos projets, vos challenges, vos ambitions et votre transformation, la transformation de votre métier à travers effectivement des initiatives type IBM Service Engage dans lesquelles nous allons vous donner la capacité d'accéder à la technologie, de valider cette technologie en quelques minutes ou en quelques heures et de pouvoir effectivement, par extension, commencer à déployer ces technologies pour votre bénéfice et dans vos organisations. Nous allons être, par extension, le seul à être capable de fournir effectivement du on-premise, du as a service et de l'expérience intégrée à travers l'ensemble de ces technologies, ce qu'on a évoqué précédemment, et à travers les outils que nous mettons à disposition. Les premières solutions sur le pilotage des applications et de leur performance, sur l'orchestration des infrastructures, etc., vont être mises à disposition live sur nos infrastructures dès aujourd'hui. Donc il y a un effet d'annonce aussi dans notre code de ce matin. Franck y reviendra peut-être, mais je vous invite à découvrir l'ensemble de ces outils, moyens et services que nous allons mettre à votre disposition. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais passer la main à Franck pour le reste de la présentation, si vous le voulez bien. Je voulais peut-être juste synthétiser en 2 mots ce que nous venons de revoir. Nous avons de tout temps, et nous continuons aujourd'hui à investir dans les technologies pour garantir à chacun de nos clients, DSI, patrons de production, de pouvoir profiter de pouvoir contrôler la disponibilité et la performance des applications et des infrastructures critiques qui servent le métier. Nous investissons aujourd'hui pour accompagner la transformation de vos métiers et de vos organisations de systèmes d'enregistrement traditionnels vers des systèmes d'engagement mobiles, agiles, flexibles, extrêmement demandeurs, pour ce qui concerne les nouveaux usages en particulier, mais pas que. Et ce que nous voulons vous mettre à disposition, puisque vous êtes toujours sous contrainte dans cette mission qui est la vôtre, c'est la capacité à anticiper l'ensemble des événements qui pourraient aujourd'hui se produire sur votre infrastructure et qui pourraient impacter la disponibilité et la performance de vos systèmes. Voilà. Je vais passer la main à Franck. Je fais juste un petit peu de logistique, si vous me permettez, pour lui donner l'opportunité de prendre la main sur cette présentation.
Franck, c'est chez toi, ou c'est en cours. Merci Laurent, merci beaucoup. À tous, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que c'était à peu près audible puisque je suis assez loin à l'étranger pour mener cette conversation. Je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir pris du temps sur vos agendas pour participer à cette matinée. Franck, c'est Gigios. Merci beaucoup Laurent, merci à tous d'être présents pour cette présentation. Laurent a dressé un portrait effectivement des challenges qui s'offrent à un certain nombre de sociétés. Pour revenir sur l'un des derniers slides qu'il a présenté, en fait on annonce dans les jours qui viennent, je crois que c'est aujourd'hui, la possibilité d'utiliser nos solutions de supervision. Jusqu'à présent vous les aviez chez vous à l'intérieur de votre entreprise, et en fait on a apporté le même type de technologies qui vont être accessibles en mode cloud, c'est-à-dire que les serveurs de supervision seront hébergés par IBM et simplement les agents pourront être installés chez vous. L'idée c'est parfois pour un certain nombre d'applications nouvelles ou qui ne sont pas critiques ou pour lesquelles on veut avoir un certain nombre de souplesse, d'être capable de vous offrir ce service où finalement vous n'avez pas à gérer l'infrastructure, vous déployez simplement des agents sur ces nouvelles applications. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment on va être capable, en utilisant les technologies qui nous viennent du big data, d'être capable de prédire les incidents avant qu'ils n'impactent les utilisateurs, les métiers et votre production. Donc, pourquoi passer à une approche préventive? Laurent l'a dit, donc je vais aller assez vite sur ce slide. Ce qu'on se rend compte, c'est que quel que soit le domaine métier dans lequel vous êtes, que ce soit la banque, la distribution, l'industrie, les applications informatiques sont un facteur de plus en plus important pour vous permettre d'être performant et de délivrer un service pour les métiers, et que, Laurent l'a dit, lorsque ces applications ont des ralentissements ou ont des problèmes de disponibilité, c'est à la fois vos utilisateurs, les métiers en interne, mais aussi les utilisateurs externes qui sont impactés avec un certain nombre de conséquences qu'il peut y avoir. La deuxième chose qu'on voit, c'est que de plus en plus, on délivre des services au travers de l'IT. Donc ça veut dire qu'on a de plus en plus d'applications, de logiciels à gérer, à maintenir, à superviser. Tous ces logiciels, ces logiciels génèrent beaucoup d'informations. Si vous supervisez, par exemple, une activité CPU, des serveurs J2E, un certain nombre de choses, on se rend compte que si on veut bien les superviser, ça génère beaucoup d'informations et que, avec les techniques actuelles, on n'est pas forcément capable de bien gérer ce volume d'informations. Alors, pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à être proactif dans notre supervision? C'est la première chose, c'est, je l'ai dit, on a de plus en plus de données à gérer en termes de volume, parce qu'on rajoute de plus en plus d'applications, les applications sont interconnectées entre elles. On n'est pas toujours, c'est pas toujours facile de comprendre les relations entre les composants lorsqu'on a un incident. Le Gartner, je crois, disait il y a quelques années, lorsque j'ai un problème en production, si je regarde la durée d'incident, je peux passer jusqu'à 70% du temps à comprendre où est le problème et 30% à le résoudre. Donc, de par les organisations, de par la complexité des applications, c'est pas toujours facile d'être capable, lorsque j'ai un problème en production, de comprendre les relations entre les composants. D'accord ? L'autre chose, c'est on a tous traditionnellement mis en œuvre des outils basés sur des seuils. C'est bien, ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes en termes de supervision. Aujourd'hui, on en arrive à certaines limites. Pourquoi? Parce que les applications ont des comportements relativement variables que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, des applications qui sont orientées vers des clients externes, vous ne maîtrisez pas forcément quand est-ce que les gens vont venir se connecter chez vous. Et donc, classiquement, on a utilisé des techniques où on mettait des seuils, du style, je pense que vous connaissez tous, si la CPU dépasse tel seuil, alors j'envoie une alarme. Le souci, c'est que les applications ont un comportement, je dirais, saisonnier, c'est-à-dire que le lundi matin à 8 heures, c'est pas forcément la même chose que le mardi à 10 heures. Donc, on voit qu'on a du mal à juste se baser sur une approche basée sur des seuils. Et donc souvent, ce que font les gens, c'est
pour éviter de rater une alarme, ils mettent des seuils bas. Donc du coup, les systèmes génèrent des alarmes. Et pour reprendre, pour parodier ou paraphraser ce que disait un de nos anciens présidents, trop d'alarmes tue l'alarme. C'est-à-dire que quand on a trop d'alarmes, finalement, c'est le sapin de Noël sur la console de supervision et puis on s'en sort pas. Donc du coup, après, on remonte les seuils, mais là, pour le coup, on risque de rater des problèmes. Alors, ça, c'était la problématique. La question maintenant importante, c'est lorsque l'on a un problème en production, est-ce que j'ai un moyen, est-ce qu'il est possible de le prédire? C'est-à-dire, imaginons que j'ai un outil dans l'idéal, est-ce que techniquement, ça serait possible de prédire un incident? Et si on regarde le slide qui est là, on voit à gauche que j'ai un système qui est nominal. Donc pour qu'un système soit nominal, ça veut dire que j'ai un certain nombre de métriques, que ce soit la CPU, l'activité disque, les temps de réponse, ou n'importe quelle métrique qui vient des logiciels et des middleware que j'utilise. On voit qu'ici, je suis dans un système nominal. Ensuite, on voit qu'il commence à se passer des choses. Vous voyez, c'est au milieu de l'écran. Et puis, on voit à droite le système qui arrête de fonctionner, qui a un problème. Et puis, pour reprendre un terme médical, après, c'est l'encéphalogramme plat, c'est-à-dire que le système est tombé en failure. Ce qui est important, c'est que IBM, vous savez qu'on est hébergeur de solutions pour tout un tas de clients. Et donc, ces clients, on leur fournit des données de métrologie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié les incidents que nos clients pouvaient avoir, des clients qu'on héberge, et on s'est rendu compte que dans plus de 70% des cas, on était capable, on avait des signes avant-coureurs qui annonçaient qu'il y allait avoir un problème. Donc, ça veut dire que, en utilisant une technologie adéquate, on doit être capable de prédire un problème, c'est-à-dire qu'ici on voit bien qu'il y a un temps assez important, de plusieurs heures généralement, entre le moment où j'ai des prémices sur un problème, donc les utilisateurs ne sont pas impactés, mais j'ai des prémices sur un problème, et lorsque le problème arrive. D'accord? Donc ça veut dire que si on se dote de bons outils, on doit être capable de résoudre cette problématique qui est comment être capable de prédire à plusieurs heures que je vais avoir un problème. Donc comment on fait? On se base sur une technologie IBM qui nous vient du Big Data. Donc ça veut dire que c'est une technologie qui est éprouvée depuis plusieurs années par IBM, puisque c'est des solutions qui sont vendues depuis quelque temps chez IBM. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est on va être capable d'intégrer dans cette solution, donc Predictive Smart Cloud Analytics Predictive Insight, c'est son nom, on va être capable d'intégrer dans cette solution des métriques. Donc un métrique, pour qu'on soit d'accord, c'est une activité CPU, la taille d'un pool de connexion pour des serveurs J2E, une activité base de données, des compteurs MQ Series, enfin tout un tas de choses, donc des métriques. On va intégrer ces métriques qu'ils viennent de produits IBM, donc typiquement chez IBM notre solution de supervision c'est Tivoli Monitoring, mais aussi on est capable d'intégrer ces métriques s'ils viennent de solutions qui ne sont pas IBM. Par exemple, ça peut être du Nagios, ça peut être des outils de nos concurrents. Donc, on est capable de le faire soit en intégrant des fichiers plats, soit en s'intégrant via des bases de données. On a aussi d'autres moyens pour le faire, mais généralement ces deux premières méthodes suffisent largement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à cet outil, Smart Cloud Analytics Predictive Insight, des dizaines de milliers de compteurs à intégrer dans son moteur. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser en temps réel ces métriques. Il va être capable de faire deux choses, de ce qu'on appelle de l'analyse univariable et multivariable. Ça veut dire quoi? C'est l'analyse univariable, c'est il va regarder si vos métriques ont un comportement saisonnier, c'est-à-dire si tous les lundis matins à 9 heures, par exemple, telle activité CPU a telle valeur et puis une heure plus tard elle a telle autre valeur. Donc il va définir par apprentissage et de manière automatique ce qui est le comportement normal d'une application. Donc ça c'est généralement une phase qui dure entre 15 et 28 jours. 15 jours si votre application vraiment a des phénomènes répétitifs de semaine en semaine.
Si on veut prendre en compte des phénomènes de fin de mois, par exemple, ce genre de choses, on conseille plutôt 28 jours ou un tout petit peu plus. Et donc, automatiquement, il va être capable de déduire ce qui est un comportement normal pour une application. Donc, ça va se représenter comment? Sous forme de graphe, c'est-à-dire que ici, on voit dans la zone verte, il a déterminé ce qu'était un comportement normal d'une application. Il en déduit ce qu'on appelle un intervalle de confiance, c'est-à-dire que grosso modo, voilà, à telle heure, cette valeur-là, là ici par exemple c'est une activité sur le réseau, sur le nombre de paquets qui sortent sur le réseau pour ce serveur. À telle heure, ça devrait être telle valeur. Là, je suis bien dans la zone de confiance. Par contre, ici, on voit que par rapport au modèle qu'il a appris, ici, je suis sorti de ma zone de confiance. La valeur, on voit bien visuellement, déjà, on le voit bien. Et pour le coup, il a généré automatiquement une alarme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lui, le Smart Cloud Predictive Insight, vous lui donnez des dizaines de milliers de métriques. Donc c'est grosso modo, il prend quasiment tout ce qu'il y a comme information à superviser dans votre data center, et c'est lui qui automatiquement fait tous ces calculs. Vous n'avez, vous, aucun paramétrage à faire, à part la phase d'intégration, de dire, voilà, c'est ça les métriques que tu vas, sur lesquelles tu vas travailler. Donc, on voit, la première chose, c'est il est capable de faire ce qu'on appelle de l'analyse univariable, c'est-à-dire d'être capable de voir si par rapport à ce que devrait être un comportement normal de votre application dans une semaine ou le matin à telle heure, ce genre de choses, il va être capable de vous dire est-ce que vous êtes dans les clous ou pas. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que l'outil est capable de faire. C'est quelque chose qui commençait à exister depuis 1 ou 2 ans, on commençait à avoir ce genre d'outil. Si on veut être capable d'anticiper les problèmes de production, cette approche-là n'est pas suffisante. Donc en fait, on est capable de faire ce qu'on appelle de l'analyse multivariable. C'est quoi l'analyse multivariable? Et là, on va vraiment voir toute la valeur de l'outil. Quand vous avez une application, par exemple du type banque en ligne, mais bon, on pourrait aisément le transposer à d'autres types d'applications que vous pourriez avoir chez vous, ce que va faire l'outil, c'est vous lui donner donc des dizaines de milliers de métriques qui proviennent de vos serveurs J2E, de vos serveurs Unix, Linux, Windows, du réseau, des bases de données, bref, de tous vos middleware que vous avez. Et lui, automatiquement, tout seul, en se basant sur des algorithmes qu'IBM a développés, il va être capable de découvrir les relations à l'intérieur d'un composant, mais aussi les relations intercomposants. Donc typiquement, on voit bien qu'ici, par exemple, il voit que un métrique qui est sur le serveur J2E est corrélé en termes de comportement avec un métrique qui est sur l'ESB et qui est corrélé avec une activité, par exemple, sur un serveur Linux. Pour illustrer cet exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont passionnés de mécanique, en fait, l'idée, c'est de dire quand vous avez un moteur de voiture, souvent, la température du moteur, la température de l'huile, la pression qu'il y a dans les cylindres sont des composants, des métriques qui sont reliés entre eux en fonction, par exemple, de votre vitesse. Donc lui, l'outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être capable de détecter que, par exemple, une activité CPU d'un serveur, elle est reliée avec le nombre d'utilisateurs qui sont connectés, le nombre de demandes qui sont faites, ce genre de choses. Donc il le fait, et il le fait automatiquement. On considère que par rapport à des dizaines de milliers de métriques que vous pourriez donner au système, entre 30 et 50% des métriques ont des relations entre eux. Alors pourquoi c'est important de découvrir ces relations? C'est que, automatiquement, c'est que si on prend un exemple d'une application web, on voit bien que, alors on a simplifié volontairement, on voit bien que le temps de réponse d'une application est souvent très lié au nombre d'utilisateurs, au nombre de requêtes ou au nombre de requêtes utilisateurs qui sont faites. Comme l'outil, il est capable de voir que ces métriques entre eux ont des relations, c'est-à-dire que le temps de réponse et le nombre de requêtes utilisateurs sont liés entre eux. Lorsque ces courbes évoluent de manière synchronisée, il va dire le système fonctionne et est nominal. Lorsque, et c'est ce que j'illustre ici sur l'écran,
il commence à y avoir une désynchronisation entre les deux courbes, c'est-à-dire qu'il se rend compte que des métriques qui devraient être corrélées entre eux ne sont plus corrélées entre eux. À ce moment-là, il va dire attention, il y a un problème qui est en train de se produire. Et ce que l'on voit, c'est que par rapport à une technique traditionnelle où on aurait mis un seuil, par exemple, une alarme pour quand le temps de réponse dépasse 3 secondes, ce que l'on voit ici, c'est que la désynchronisation de ces deux métriques, le temps de réponse et le nombre de requêtes utilisateurs, a lieu bien en amont, alors que les temps de réponse sont toujours en dessous d'un seuil, c'est-à-dire que vos contrats de service sont toujours respectés, c'est-à-dire les temps de réponse ne sont pas encore dégradés, ils sont en train de se dégrader, mais ils ne sont pas dégradés, et on voit qu'on a ce temps qui généralement, dans la pratique, quand on a mis en œuvre cet outil chez nos clients, peut aller jusqu'à plusieurs heures, 2-3 heures, c'est-à-dire que 2-3 heures avant que votre système effectivement n'impacte les utilisateurs, on peut vous prévenir que, attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer et que probablement vous allez avoir un problème. D'accord ? Donc c'est ça qui est important, c'est que en utilisant cette technique et en regardant comment des métriques évoluent entre eux, en découvrant les relations entre ces métriques, on est capable de prédire que vous allez avoir un problème. Chose importante, je le répète, c'est que cette découverte des relations entre les métriques, qu'ils soient à l'intérieur d'un composant ou intercomposant, elle est faite automatiquement. Vous n'avez aucune manipulation à faire, c'est l'outil qui le découvre. Et c'est une bonne chose parce que vous allez le voir dans l'exemple que je vous donnerai ou dans la démonstration que je vous ferai tout à l'heure, c'est qu'il va être capable de découvrir des relations entre des métriques que vous ne pouviez même pas suspecter. Donc lui, il a une approche extrêmement agnostique, c'est-à-dire qu'il découvre des relations entre des métriques sans a priori. D'accord ? Donc concrètement, ça donne quoi ? Ça donne ce type de courbe, c'est-à-dire qu'ici, on a 3 métriques qui évoluent. Il y a de l'activité CPU, il y a de l'activité, il y a un métrique qui correspond à une activité sur un serveur J2E. Et puis, dans ce cas-là, on a détecté un métrique qui correspond aussi à un autre métrique qui correspond à un serveur J2E. Et en fait, on voit que automatiquement ici, ces 3 métriques, visuellement on le voit, ils évoluent de concert. C'est-à-dire que typiquement, quand par exemple ici j'ai ce métrique qui augmente, on voit que ce métrique lui augmente. Donc visuellement on le voit, c'est capable on voit qu'il y a une corrélation entre ces 3 métriques et qu'il l'a découverte automatiquement. Ce que l'on voit ici, c'est à ce niveau-là, il y a eu une désynchronisation, c'est-à-dire que les 3 métriques qui devaient évoluer plus ou moins de concert, à ce moment-là, il y a une désynchronisation. Donc, l'outil a envoyé une alarme en vous disant, voilà, ces 3 métriques qui devraient normalement évoluer de concert, il y a eu une désynchronisation, donc il y a probablement quelque chose qui est en train de se passer, et il vous donne les 3 métriques qui sont en code. D'accord ? On va le voir un peu plus en détail lors de la démonstration. On voulait vous donner un exemple on a un des premiers clients qu'on a eu, donc c'est un outil qui est sorti l'année dernière, mais qui en fait était en test chez nos clients depuis plus d'1 an, en interne IBM et puis en test chez un certain nombre de clients. Et donc ça c'est une banque européenne qui en fait, pour la banque en ligne, devait fournir, ils avaient énormément de nouvelles versions puisqu'il fallait s'adapter, fournir de nouveaux services pour la banque en ligne. Par contre, ils avaient un gros souci, c'est qu'ils n'arrivaient pas à stabiliser cette application, c'est-à-dire qu'ils avaient énormément d'arrêts de production avec les serveurs qui crachaient, et donc du coup le service était indisponible. Et donc sur le test qu'on a fait pendant 4 semaines, il y a eu 15 incidents majeurs. Sur ces 15 incidents, il y en a 10 qui ont été détectés par Smart Cloud Analytics Predictive Insight. Les 5 autres, c'était des problèmes de code donc qui ne généraient pas d'informations au sens métrique, mais qui généraient des événements qu'on aurait pu découvrir par un autre outil qu'on a chez Tivoli. Et sur ces 10 incidents qui ont été détectés sur les 10 incidents qu'ils ont eus, ces 10 incidents ont été détectés en amont, plusieurs heures en avance, par l'outil Predictive Insight.
je vous laisserai le lire, c'est-à-dire que le client, lorsqu'il a un incident, il a l'heure de démarrage du problème, l'heure de détection du problème, c'est-à-dire que le problème peut avoir commencé mais j'ai pas détecté, et puis la résolution du problème. Et sur 10 incidents, on a détecté pour 6 fois, on a détecté le problème avant que leurs outils traditionnels ne les détectent. D'accord. Donc à chaque fois, on a été capable de les prévenir plusieurs heures à l'avance, c'était généralement entre 2 et 3 heures, qu'ils allaient avoir un problème, alors que leurs outils traditionnels de supervision, eux, leur disaient tout est bien et tout va bien. Tout va bien. Donc en résumé, avant de passer à la démonstration, Smart Cloud Predictive Insight, c'est un outil qui permet de détecter les problèmes alors qu'ils émergent, c'est-à-dire qu'avant qu'ils n'impactent les utilisateurs. On l'a vu, et vous allez voir dans la démonstration, il est capable de découvrir des relations entre des composants. Ça c'est important parce que lorsqu'on a un problème en production, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut passer jusqu'à 70% du temps à comprendre est-ce que c'est la base de données, est-ce que c'est le réseau, est-ce que c'est le serveur, est-ce que c'est tel composant. Donc là, comme dans l'alarme, il va vous donner les composants qui sont en cause, il va être capable de vous aider dans votre phase de root cause analysis, c'est vous dire voilà, c'est telle métrique qui vient de la base de données, telle métrique qui vient de tel serveur J2E et telle métrique qui vient par exemple d'une activité CPU. Donc il va vous aider à cerner quel est le problème. Et enfin, c'est un outil qu'on va venir intégrer avec les outils que vous avez déjà. Donc on ne va pas remplacer vos outils, c'est simplement on va mieux exploiter les données qui sont générées par vos outils. Et enfin, module, on doit intégrer les métriques qu'on va aller chercher, mais pour le reste, c'est l'outil qui automatiquement apprend et vous n'avez aucun paramétrage à faire. Donc l'outil apprend tout seul et à partir de cette phase d'apprentissage, il va être capable de vous donner des alarmes de manière automatique. Je vous propose de passer à la démonstration. Donc comment ça se présente lorsque donc l'outil, il y a une phase d'apprentissage. Concrètement, la seule chose qu'il y a à faire, c'est attendre, éventuellement d'aller prendre un café. Donc je vous l'ai dit, hein, la phase d'apprentissage, c'est entre 15 et 28 jours, si on veut, suivant le type et le comportement d'application. Ce que l'on voit, c'est que souvent les clients, pour la métrologie, ont des bases de données dans lesquelles ils gardent les métriques. Donc du coup, on peut utiliser cette information pour construire le modèle de données. Donc ça se présente sous forme de l'outil va vous générer des alarmes avec, par exemple ici, je vais mettre le pointeur là. Il va vous dire voilà, j'ai une alarme qui est arrivée. Donc ça en fait c'est des informations qui viennent de cette banque en ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Il va vous dire à telle heure il génère une alarme. Il vous dit quels sont les serveurs qui sont impactés. Donc déjà ici on voit il y a un serveur qui s'appelle IBM Web Server 2 et puis un serveur de CRM qui est un serveur J2E. Il vous dit qu'il y a un problème sur un temps de réponse. Et donc si on zoome sur l'alarme, ce que l'on voit, c'est que en fait, ce problème concerne deux types de serveurs. Donc, il y a un premier serveur qui est un serveur J2E, qui était la banque en ligne. Et en fait, ce qui s'est passé chez ce client, c'est qu'il y avait un autre serveur. C'est-à-dire, il a dit, voilà, le temps de réponse, le nombre d'utilisateurs actifs et la CPU de ce serveur CRM sont liés entre eux. Et la première chose qu'a dit le client lorsque ce problème est arrivé, il a dit votre outil ne marche pas parce que le système de banque en ligne n'a absolument rien à voir avec l'outil de CRM. Et pourtant, nous, on disait, bah si, les deux sont liés. Et en fait, ce qui s'est passé, donc on le voit ici, on voit l'activité sur le serveur. Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, d'un point de vue fonctionnel, le serveur CRM n'avait aucun lien avec la banque en ligne,
sauf que ces deux machines étaient sur le même serveur ESX. Et en fait, les gens avaient fait une modification au niveau du serveur CRM qui fait qu'il consommait beaucoup plus de CPU que ce qu'il avait prévu, et du coup, ça a impacté la banque en ligne. Et c'est là où c'est important que l'outil, lui, il a découvert cette relation automatiquement, alors que les gens de la production, eux, dans leur esprit, l'application CRM n'avait strictement rien à voir avec la banque en ligne. Sauf que VMware, vous savez que, bon, j'imagine que vous connaissez tous VMware, ou c'est pareil pour les LPAR AX, c'est-à-dire que des fois, ils placent les systèmes de manière automatique en fonction de l'équilibrage de la charge et ce genre de choses. Et là, il avait découvert cette relation, c'est-à-dire qu'il avait découvert que la CPU, le temps de réponse de l'application banque en ligne, était impacté par l'outil de CRM. Donc il a appris dans son modèle que les deux étaient liés. Et on voit ici, à ce moment-là, il y a, je vais le mettre sur le pointeur, voilà, on voit ici que à ce moment-là, il y a une désynchronisation entre les deux composants, entre l'activité CPU du serveur CRM et les temps de réponse de la banque en ligne, et il a émis une alarme, alors que les temps de réponse étaient toujours acceptables, mais il a dit attention, à partir de ce moment-là, il y a probablement quelque chose qui était en train de se passer, et donc ce qu'a fait cette banque en ligne, c'est comme ils utilisaient des technologies J2E et des clusters, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rajoutaient des clusters dynamiquement au sens J2E du terme, pour être capable de mettre des nouveaux serveurs qui, eux, n'avaient pas ce problème-là, et être capable de maintenir l'application banque en ligne en production et disponible. D'accord? Donc ensuite, avec l'outil, on est capable de zoomer, par exemple, si on souhaite zoomer, de revenir en arrière, voilà. Donc on peut étudier quelles sont les valeurs qui sont impactées par l'outil. Je voulais vous montrer un deuxième type de graphe avant de terminer. C'est sur ici on voit donc le bac à événements tel qu'il est aujourd'hui, et en faisant clic droit, on est capable de voir quelles sont les métriques qui sont associées à ce type de problème. Donc ce qu'on voit ici, je voulais vous montrer, ça c'est ce qu'on appelle l'analyse univariable, c'est quand il regarde comment se comporte. Donc ici c'est l'activité d'un routeur, le nombre de bytes qui passe, et on voit que il a été capable, la zone verte c'est la zone dans laquelle doivent se trouver les métriques, et ici, on voit que le métrique ici est sorti. Donc, la raison pour laquelle ici, on n'a pas, lorsqu'il y a des pics en bas, on n'a pas d'alarme, c'est soit l'outil était en phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître quand juste pendant quelques secondes, il y a un problème et que finalement le problème disparaît. Donc, dans ce cas-là, il ne va pas générer d'alarme pour éviter d'envoyer trop d'alarmes. Et puis, ou sinon, la chose, c'est qu'il était en phase d'apprentissage. Donc il y a eu des problèmes pendant la phase d'apprentissage, mais il a décidé que le modèle n'était pas suffisamment fiable pour envoyer des alarmes. Par contre, ce que l'on voit bien ici, c'est que, si je zoome, on voit bien que vers 13 heures, il y a eu une baisse de débit sur cette interface réseau, et que donc probablement il y a un problème parce que ça correspond pas au modèle qu'il devait y avoir. Ça c'est un cas qui est illustré par une des références que citait Laurent au début, qui est un fournisseur de services, donc un équivalent de Free ou de SFR chez nous, et en fait qui est un des premiers clients qui a utilisé cet outil. Et la valeur qu'il voyait, c'est que encore une fois, il y a des dizaines de milliers de métriques qui sont générées dans son data center sur les interfaces réseau, sur les switches, sur les routeurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait un outil de monitoring, mais il était incapable, ses équipes étaient incapables de mettre sur chaque port réseau, sur chaque switch, de mettre des seuils, et du coup, il a eu un problème lorsque nous on est venu faire un prototype. Nous on l'a détecté alors que ces outils ne le détectaient pas. Et une des valeurs qu'il a vues dans l'outil, c'est qu'il a dit, voilà, moi plutôt que d'avoir
quelqu'un qui va mettre des seuils sur des dizaines de routeurs, de switch, et où on n'est pas sûr qu'on risque d'en rater, et elle dit maintenant j'ai cet outil-là à qui je donne tous les indicateurs de performance et qui en temps réel les analyse, et puis dès qu'il y a un indicateur qui sort des clous, je vais déclencher une alarme. Voilà, j'ai terminé la présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie. Encore une fois, l'outil s'intègre avec des environnements, que vous ayez des outils qui viennent d'IBM ou pas d'IBM. Ensuite, il apprend tout seul, sans aucune intervention de votre part, pendant entre 15 et 28 jours. Et ensuite, il va être capable de vous générer des alarmes en avance, en amont, lorsqu'il y a une désynchronisation des métriques entre eux. Et cette alarme vous permet généralement d'être prévenu ou d'agir avant que les utilisateurs soient impactés. Je vous remercie. Merci beaucoup Franck pour ton intervention, pour cette démonstration. Je profite de t'avoir encore au bout du fil pour que tu me repasses la main afin que je termine et que j'arrête l'enregistrement. L'idée était bien de vous faire de vous donner un aperçu de cette solution logicielle qu'on pense être assez innovante et qu'on pense être assez pertinente et adaptée à différents contextes effectivement d'utilisation de logiciels de supervision qui sont de chez nous ou pas de chez nous d'ailleurs en passant. Donc vous avez pu en avoir un bref aperçu ici. Et ce que vous voyez en fait dessiné par rapport à ce que vous a présenté Franck, c'est que les différents mondes du logiciel sont de plus en plus amenés à collaborer. Si à la base les technologies de prédictif étaient principalement utilisées par des profils de marketing, voire de finance, on voit très bien que là on a exactement les mêmes modules embarqués dans des solutions de supervision, d'analytique à destination de profils d'exploitation. Et encore une fois, c'est tout l'intérêt aussi de ce que expliquait Laurent en début de réunion, c'est que chez IBM, on a différentes gammes logicielles, on a différentes solutions, elles s'imbriquent les unes avec les autres, et là, concrètement, vous avez bien vu le lien entre supervision et analytique. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour avoir passé 1 heure de temps avec nous. Concrètement, les prochaines étapes, le replay va être diffusé sur un site auquel vous aurez accès. Vous aurez aussi accès à la présentation et on se permettra de vous rappeler un par un pour savoir ce que vous en avez pensé de cette démonstration et puis voir avec vous s'il y a matière à avancer, si oui, sur quel planning, etc. Voilà, écoutez, merci d'avance pour votre accueil futur et puis j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer rapidement tous ensemble. Merci, bonne journée et bon week-end.